Alors aujourd'hui, on va parler d'un film au titre assez intrigant, Late Night with the Devil. Alors, si on devait traduire littéralement, ça donnerait quelque chose comme Tard dans la nuit avec les diables. Mais en réalité, il s'agit justement de ne pas traduire littéralement et de comprendre qu'on fait allusion ici plutôt à une particularité un peu de la télévision américaine, c'est-à-dire le Late Night Show. On peut penser à Late Night Show avec Conan O'Brien ou le Tonight Show. Et si ça devait se transposer en France, ça donnerait quelque chose comme Touche pas à mon poste, mais à minuit, ou Ce soir avec Hanouna. Ça reste un format donc très codé, hein. On a un animateur, on a des invités, on a des séquences plus ou moins maîtrisées, et le plus souvent, c'est quand même diffusé en direct. C'est précisément dans ce cadre que Late Night with the Devil va installer son horreur. Tout va se passer dans une émission spéciale censée faire un coup d'audience ce soir-là. Sauf que le diable va s'inviter par lui-même. Voilà, donc là, spoiler. Et c'est un film qui, derrière, donc on va le voir, hein, des effets de possession, nous parle peut-être surtout de ce que c'est que de livrer son âme à la télévision. Et je parle bien sûr des deux côtés de l'écran. Alors en prologue, le film s'ouvre sur un documentaire d'investigation. On nous fait croire en tout cas que voilà, on a recueilli ici à la manière un peu d'un found footage, mais un peu bordéliquement constitué, clairement, des images, donc sur une voix off un peu grave qui nous rappelle qu'en cette nuit d'Halloween 1977, un événement tragique et inexpliqué va bouleverser la télévision américaine. Et il s'agit effectivement de l'épisode spécial Halloween du talk show Night Owls with Jack Delroy. Alors les premières images déroulent un montage d'archives avec un certain grain, donc qui veut ancrer ce faux documentaire dans une esthétique de bande VHS. Donc un peu retrouvé, hein, on est dans du found footage, mais quand même un peu bricolé, mêlant diverses images réelles, guerre du Vietnam, des manifestations, des violences policières, avec des images un peu plus fantasmées, un peu plus issues de la trame narrative ici de notre histoire. Mais ce que ces images nous montrent, c'est avant tout un monde en crise. Un monde en crise que la télévision de divertissement promet d'adoucir. Déjà ici, se dessine la première clé de lecture du film. C'est-à-dire que le talk show se présente comme une échappatoire à la brutalité du réel. Si le monde devient fou, le talk show, c'est une porte de sortie de la folie du monde. Et donc c'est avant tout, si on y réfléchit bien, une distraction qui masque la folie du monde. Il y a donc déjà quelque chose de l'ordre de la tromperie dans ce contrat, de la manipulation dans la nature même du divertissement télévisuel, qui est, si on le comprend comme ça, une sorte de mensonge confortable. Et c'est donc cela, finalement, la scène ici de notre histoire. La narration pose ensuite les jalons de la carrière de Jack Delroy, notre personnage central. Et là, on va complètement s'asseoir sur le show don't tell, c'est-à-dire qu'on va surtout nous tell ici, c'est-à-dire on va avoir 10 minutes de voix off qui nous débite toute sa biographie sur un fond d'images d'époque. C'est un peu indigeste, mais ça reste efficace et ça reste en cohérence avec l'aspect télévisuel ici, reportage du film. Et donc on comprend assez vite que Jack, c'est une star montante de la télévision. Donc c'est l'animateur de l'émission Night Owls, donc les chouettes de la nuit si on traduit, qui est un talk show nocturne devenu l'un des programmes les plus suivis du pays. Et en face, il a son grand rival, l'inamovible Tonight Show de Johnny Carson. Et si Jack Delroy connaît la célébrité, eh bien ça ne lui suffit pas. Parce que pour lui, justement, il est numéro 2, derrière Johnny Carson, et à son avis, l'histoire n'honore pas les numéros 2. Et pourtant, vraiment, le succès est là, il a tout. C'est un animateur phare, vedette, il a le charme, il a l'humour, il a les invités excentriques, l'émission marche bien, il coche toutes les cases. Mais il y a déjà cette insatisfaction. Le documentaire va aller un peu plus loin et va déjà nous montrer quelques failles dans l'histoire de Jack. Parce qu'entre deux coupures de presse et deux arrêts sur image, on va avoir des couvertures comme ça de magazines qui attirent notre attention sur notamment un message « Hail Abraxas », littéralement « Gloire au démon Abraxas ». Ce qui est un indice macabre, un prélude, si on veut, au mélange toxique qu'on va avoir entre le spectacle et l'occultisme dans cette émission, et aussi comme sujet de notre film. Et encore une autre ombre au tableau, toujours dans ce même prélude, on apprend que Jacques vivait un mariage apparemment heureux avec Madeleine, son épouse adorée, avant qu'un cancer fulgurant ne la lui arrache. Et donc sa mort, la mort de Madeleine, brise net l'élan de Jack qui disparaît des écrans quelques mois avant de revenir, et il revient toujours aussi affamé de lumière. Mais ce grand retour la ramène juste à l'état dans lequel il était, c'est-à-dire cette frustration d'être toujours le numéro 2. Et donc au fil du documentaire, la chronologie dévoile même l'érosion progressive de l'émission, donc de Night Owls, parce qu'elle ne rivalise vraiment plus avec Carson qui reste le roi incontesté de la nuit. Et Jack, qui doit sentir donc dans cette frustration le sol se dérober sous ses pieds, va tenter un dernier coup de bluff. Donc pour sauver son créneau, il va tout simplement accepter un pari un peu douteux, c'est-à-dire transformer l'épisode spécial Halloween de l'émission en un coup médiatique. Il est prêt ce soir-là finalement à flirter avec le paranormal et l'occulte. Alors attention, il n'est pas seul dans cette folie.
Il n'est pas seul dans cette machination. À ses côtés, il a, on va dire plutôt sur son épaule gauche, il a Léo Fisk, donc qui est le coproducteur de l'émission. Et Fisk, finalement, c'est le calcul incarné. Je trouve qu'il porte assez bien son nom. Parce que pour lui, chaque scandale, chaque frisson, chaque rumeur, eh bien, c'est bon à prendre, pourvu que l'audimat grimpe. Et donc, c'est lui qui expose ce plan, exploiter une peur qui est très concrète à l'époque, c'est-à-dire la peur satanique. Et donc, Jacques va accompagner ce plan. Donc, voilà grosso modo, plus ou moins, le préambule du film. Et donc, nous, on va le raconter un peu plus en détail par la suite, mais juste avant de plonger dans le chaos qui va suivre, je veux juste préciser un choix de mise en scène qu'on va retrouver tout au long du film. C'est-à-dire que les images alternent entre 3 registres. On va avoir les coulisses du plateau. C'est en gros ce qui se passe quand les caméras officielles s'arrêtent, quand ça ne filme plus, donc ce qui se passe dans les coulisses. Et ça, c'est filmé dans un format large, monochrome, on a du niveau de gris. Et on a aussi l'émission en elle-même, les images telles que vues pendant la diffusion en direct. Donc on reste un peu d'époque, format 4/3, flou, saturé, typiquement télévisuel. Mais on va aussi avoir de brèves séquences d'archives, donc comme là, celle de l'introduction, qui vont mêler le réel et le fabriqué. Et donc en fait finalement qui vont mêler le vrai et le faux. Ce message aura toute son importance plus tard sans doute dans le film. Et ça vient comme ça ancrer notre histoire dans une continuité pseudo-historique. Ça n'est pas tout à fait vrai non plus quand même. Ce personnage de Jacques Delroy reste fictif. Et enfin on a un dernier type de plan, à la toute fin. Et là on peut vraiment voir ça comme une faille dans tout ce dispositif, dans cette chorégraphie des images. Le film s'achève sur un fragment en HD, haute définition, écran large, d'une netteté qui contraste vraiment avec l'image d'époque qu'on a voulu rendre jusqu'à là. Et ce moment va arriver au climax du film, si on veut, pour conclure le climax du film, c'est une sorte de parenthèse dans le cauchemar, une parenthèse cauchemardesque qui annonce la descente de Jacques aux enfers. C'est assez bien trouvé quand on y pense, mais pareil, on le développera peut-être plus en profondeur à ce moment-là. On se rend compte que le film prétend effectivement avoir un effet comme ça sur le présent. C'est-à-dire ce qui s'est passé à l'époque, ce qui s'est déroulé à l'époque, impacte la vie des spectateurs, mais pas seulement, impacte aussi littéralement le monde, et sur le long terme finalement, car il y aura une bascule, il y aura vraiment un avant et un après cette émission pour le destin même de l'humanité. Et donc finalement, quand on passe à des images plutôt contemporaines, c'est une façon, peut-être quelque part comme ça, de dire que ce qui est en train de se dérouler là, eh bien ça se déroule en ce moment même. Ça peut se dérouler en ce moment même, ça a en tout cas cette prétention, cette finalité, le plan qui s'établit à ce moment-là, nous dit que cela entache même notre présent. Voilà, je trouvais que ça marchait assez bien d'avoir basculé sur du HD à ce moment-là. Et donc voilà, donc là le décor est planté, l'Amérique des années 70, celle de l'exorciste, celle des talk-shows de minuit, et celle qui frissonne comme ça, qui a toute une idée qu'elle se fait des messes noires, des messes satanistes. Et ce soir-là, Jacques Delroy, le soir de l'émission, le soir du film qu'on va suivre aujourd'hui, Jacques Delroy s'apprête à offrir à ses téléspectateurs une nuit. Alors il leur promet dont ils ne se remettront jamais, mais effectivement c'est bien ce qui va se passer. Et donc le prologue se conclut comme ça sur cette fin de documentaire, d'ouverture, et on nous jette directement, on pose le cadre, on fixe le mythe, et on nous précipite directement dans le studio, donc The Night Owls de l'émission. Et j'aime beaucoup cette entrée en matière, on ne perd pas de temps, on va vivre cette histoire directement sur le plateau, et ce sera un huis clos, on va le voir, on ne quittera plus ce plateau, on est condamné à partir du moment où le film a commencé, on restera là-dedans, on verra justement qu'il y a comme ça un momentum qu'on ne pourra plus arrêter. Et à la fois dans ce mouvement qui nous précipite vers l'abîme, mais en même temps aussi dans cette claustrophobie, dans cette fermeture dans un lieu qu'on ne peut quitter. Alors pour commencer le film, moi j'ai plutôt envie de planter maintenant un autre contexte, mon contexte à moi, c'est-à-dire celui du spoil. C'est-à-dire je préfère expliquer rapidement ce qui va se passer dans ce film, dans sa quasi-totalité. En gros, qu'est-ce qui se trame derrière tout cela, avant de le raconter ensuite par le détail. C'est-à-dire donc je spoil la fin, puis ensuite je ferai une partie non spoil, voilà. Pourquoi procéder ainsi? Je l'ai déjà fait pour un autre film sur cette chaîne, c'est qu'en gros, la plupart des événements de cette histoire proposent une deuxième lecture une fois qu'on a compris la fin, une fois qu'on a le twist final, on les voit sous une nouvelle lumière. Eh bien, je préfère qu'on comprenne peut-être d'emblée ce qui va se jouer, car on pourra comme ça suivre et comprendre ce qui se déroule, chaque événement au moment même où il se déroule, plutôt que de devoir revenir à la fin pour tout réexpliquer. Donc vous voyez, à cet endroit-là, voilà ce qu'il fallait comprendre. Voilà, ça risque d'être très long si on le fait comme ça, donc je préfère tout de suite dire ce qui se passe, je divulgage directement effectivement le personnage de Jacques, parce que c'est lui surtout que je veux qu'on cerne bien comme il faut, et ensuite on raconte le film à la lumière justement des événements qui nous sont révélés à la fin. Alors pourquoi je dis qu'on va surtout se focaliser sur Jacques? Tout simplement parce que tout ce qui va se passer ce soir-là n'est au fond que l'aboutissement d'un pacte faustien qu'il a passé pour accéder à la gloire. Et donc ça me permet de revenir un peu sur le titre du film. Le titre du film c'est Late Night with the Devil. Donc on l'a dit, si on le traduit littéralement, ça fait tard dans la nuit avec le diable. Cette traduction n'est pas anodine parce qu'elle peut avoir deux sens. Parce qu'effectivement le diable, ou en tout cas un diable, fait bien son apparition lors du climax final. Et donc on pourrait croire que tout cela signifie simplement qu'un démon s'invite dans l'émission, mais alors aux grandes dames du présentateur qui voulait juste faire une émission sur le paranormal, et ne pensait pas que les choses déraperaient ainsi. En fait, en réalité, le film nous laisse presque croire à un moment donné qu'il est victime de sa propre ambition. C'était un homme prêt à tout pour la célébrité, mais quand même, à un moment donné, il réalise que c'est trop tard, qu'on l'a piégé,
et il comprend enfin que tout a un prix. Alors, moi, franchement, j'ai eu beaucoup de mal à le plaindre. On peut le voir comme ça, hein, effectivement. Mais ces tentatives de réhabilitation, elles arrivent vraiment à la dernière minute. Et c'est trop tard, hein, enfin, c'est trop facile. Je veux dire, c'est trop facile de se mettre à genoux une fois qu'on a vu les portes de l'enfer, quoi. Voilà. Mais c'est plutôt qu'après avoir vu le film, moi, je comprends le titre plutôt comme, littéralement, Late Night with Conan O'Brien ou Late Night avec Hanouna. C'est-à-dire que, le avec, ce n'est pas l'invité, c'est le présentateur. Le diable qu'on aura, ce n'est pas l'entité qui surgit dans un nuage de soufre, comme on pourrait s'y attendre, mais c'est littéralement Jack Delroy, lui-même. Et c'est vraiment une lecture qu'on peut défendre si on prend une minute. C'est-à-dire que Jack, ou plus précisément d'ailleurs, l'émission qu'il incarne, je l'ai un peu dit à l'intro, sont littéralement une figure du tentateur. D'ailleurs, même son nom n'est pas anodin. Après là, je pousse peut-être, mais bon, Jack Delroy, moi j'y vois le valet du roi. Reste à préciser quel roi, par contre. Car Jack, c'est vraiment ça, c'est un diablotin. C'est un diablotin moderne. Et il a tout l'attirail, tout ce qu'on a décrit tout à l'heure comme faisant de lui le présentateur parfait, ça fait aussi de lui le diablotin parfait. Il a la répartie ciselée, il a le charisme hypnotique, il sait tenir un public en haleine. Il leur donne ce qu'ils ont de plus sombre à réclamer peut-être. C'est un public qui est avide de scandales, c'est un public qui veut des confessions en direct, donc pas de repentir possible. Et dans cette dynamique, effectivement, l'image qu'on se fait de Jack, c'est l'image qu'on pourrait se faire de Lucifer. Il a quelque chose d'irrésistible à offrir, c'est le divertissement, et il semble en plus demander très peu en retour, juste de l'attention, juste votre attention. Mais ce faisant, il absorbe complètement la volonté et la confiance même du spectateur, et donc quelque part, il lui vole un morceau de son âme. On peut vraiment le voir comme ça. Et qu'est-ce qu'il donne en échange ? Des ragots, des larmes, du lynchage public. Et ce qui est révélateur aussi, je trouve, c'est son annonce au début de chaque émission. « Merci de m'accueillir chez vous ». La télé, c'est ça, c'est le moyen du contrat. C'est cette porte ouverte que le spectateur insouciant a sciemment installée chez lui. Et Jack, et à travers lui donc l'émission qu'il incarne, devient ce démon domestique qu'on laisse s'installer sur son canapé, chez soi. C'est le dévoyeur des masses. Et je précise bien, à chaque fois je dis Jack et son émission, car Jack n'est pas seul dans cette machination. À travers les coulisses, effectivement, nous verrons que nous sera révélé toute la cruauté de cet appareil à divertissement. C'est vraiment une machine, c'est un écosystème, même si, effectivement, le maître de cérémonie reste Jack. Alors, Jack, d'où est-ce qu'il sort, ce gars ? Sa trajectoire, on nous l'explique assez rapidement. À la base, c'est un DJ radio. Et puis, il monte très vite, ça devient un animateur. Sa carrière est tout à fait honorable. Il occupe vraiment une place importante sur la grille télé. Sauf que c'est juste que lui, ça ne lui suffit pas. Être deuxième derrière Carson, c'est juste insupportable. Et c'est là qu'il bascule. Et on va assez vite réaliser l'avidité du personnage à travers ce désir d'éternité. Et l'éternité, justement, c'est quelque chose vraiment que le diable peut promettre. Et donc, c'est cette soif d'être gravé dans l'histoire qui va précipiter la perte de Jack, qui va le conduire à pactiser. Ce qui va être juste dommage, c'est que cet appétit, eh bien, il n'est jamais vraiment expliqué. Même si on peut se dire, oui, il y a des gens qui ont de l'appétit vorace, il y a des gens qui veulent être des superstars. Oui, pourquoi pas. Mais c'est dommage, dans un film qui s'appuie tant sur cette qualité particulière de ce personnage, ça ne coûte rien de prendre 2 minutes et nous expliquer peut-être d'où ça pourrait venir. Même si, il faut être clair, ce n'est pas tant ce qu'il souhaite qui est blâmable. Voilà, il a le droit de souhaiter ce qu'il veut, il peut souhaiter l'éternité, ce n'est pas un problème. C'est plutôt à travers ce qu'il est prêt à faire pour y accéder. Tout ce qu'il est prêt à sacrifier pour parvenir à son but. Parce que pour relancer l'émission Night Owls, il fait plusieurs choix un peu discutables. Le premier, c'est sans doute d'avoir rejoint une secte élitiste appelée The Grove, un club de puissants, où ça mêle donc de grands noms de l'industrie, des politiciens, des stars, tous rassemblés autour de rituels occultes à l'écart du monde dans les bois. D'où sans doute le nom de The Grove, qu'on pourrait traduire par le bosquet. Alors les bois ne sont sans doute pas anodins, parce que nous verrons comme ça qu'il y a une figure du grand prêtre de la secte qui vient souvent déguisé en chouette, donc un peu à l'image du nom de l'émission de Jack, donc les chouettes de la nuit. Ça fait sens de se retrouver dans les bois, d'où cette figure peut descendre du ciel pour venir à la rencontre justement de ses adorateurs. Mais soit, donc Jack rejoint cette secte, et il y conclut un pacte. Alors on peut vraiment penser qu'il signe à la légère, qu'il boit dans la calice vraiment sans y croire, persuadé que le véritable pouvoir ne vient pas d'un démon factice, mais du réseau qu'il se construit en coulisses. Parce que quand même ça doit être évident qu'au départ, il veut rejoindre ce réseau de notables, de manias de l'audiovisuel, en se disant qu'ils ont le pouvoir de faire sa destinée. Tout comme les autres stars qui sont là, qui accepteront peut-être aussi derrière de venir dans son émission, d'être interviewés entre autres. Donc pourquoi pas les accompagner dans leur rituel occulte à l'écart du monde, ça ne coûte pas grand-chose, si c'est pour avoir en contrepartie toute l'aide disponible dans ce milieu. Après, il faut juste être prêt à accepter d'aller faire des messes noires en pleine nuit dans la forêt et aussi s'adonner à des orgies nocturnes. Bon, une fois qu'on a avalé cette pilule-là, on a derrière la récompense qui s'en vient. S'il faut faire semblant de vendre son âme au diable pour avoir ça, eh bien soit il signe, donc Jack signe. Et puis surtout, il y a un autre effet qui se coule, c'est que la rumeur de ces accointances comme ça avec les Illuminati, je les appelle les Illuminati, mais c'est The Grove, cette rumeur va forcément circuler,
parce qu'il y en a toujours qui parlent quand ils ne devraient pas, eh bien ça, c'est pas tout à fait pour le déplaire, parce que ça fait aussi grimper la curiosité autour de son show, et donc forcément faire monter l'audimat. Et derrière, c'est ce feu-là, c'est cette curiosité-là qu'il va alimenter, il va surenchérir. Vous voulez du sensationnalisme, vous voulez du glauque, vous voulez du sulfureux, eh bien je vous en donne. Plus c'est scandaleux, finalement, plus ça vend, plus ça rapporte. Et il y a même un moment particulièrement de mauvais goût, je trouve, c'est que à la suite de cela, sa femme, donc Madeleine, va tomber gravement malade, et Jacques, lui, ne se contente pas de souffrir en silence. Il ne se contente pas de garder ça pour son foyer, pour son couple. Il va tout exposer, il va exposer la confession intime sous les projecteurs de l'émission. Et d'ailleurs, quand on va voir ce moment, ce témoignage, le couple paraît presque sincère, il est presque touchant. Et il contraste, j'ai trouvé, absolument dans ce milieu cynique du divertissement tel qu'on le connaît, ou tel qu'on le connaît aujourd'hui d'ailleurs, tout simplement, où rien n'est pris au sérieux. Dans ce monde-là, tout est désacralisé, tout est désamorcé par la petite blague pour rendre la pilule plus digeste. Et on croit, ou en tout cas on a envie de croire au couple, qu'il y a des moments d'échange sur le plateau, des moments de regard et surtout des moments de silence. Parce que le divertissement, finalement, c'est toujours bavard, c'est toujours bruyant. Ce moment m'a convaincu. Sauf que derrière, on comprend que bien sûr c'est un coup de pub, encore une fois. Tout ce que fait Jack le fait pour battre Carson et faire grimper les audiences. C'est cette rivalité obsessionnelle qui dénature tous les moments de vérité de Jack. Tout chez lui est instrumentalisé, tout est recyclé pour nourrir l'audimat. Il peut être comme ça affable devant la caméra, il peut être crédible, il peut être touchant. Mais à chaque fois on a un doute et on se dit mais c'est qu'un masque, c'est un calcul. Et pour moi un personnage aussi double, eh bien il m'est impossible de m'attacher à lui, il m'est impossible d'avoir de l'empathie par rapport à ce qui va lui arriver par la suite. Mais tout simplement parce qu'il ne nous offre pas un seul moment de vraie rédemption. Quand il l'offre, c'est qu'il est déjà trop tard. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il est un peu trop facile de se mettre à genoux quand les portes de l'enfer s'ouvrent. Et d'ailleurs, au sujet des enfers, la maladie de Madeleine, donc c'est un cancer foudroyant du poumon qu'elle a, alors qu'elle n'a jamais fumé. Et donc le film lui donne presque une teinture naturelle à cela, même si c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Mais c'est ça, on ne le dit pas explicitement, mais tout suggère dès le départ que c'est le prix du pacte de Jack. Un châtiment comme récompense de la réalisation de son pacte. Alors effectivement, on en a déjà parlé sur la chaîne, du pacte faustien. Le châtiment, enfin ce qu'on va appeler le châtiment, c'est plutôt le revers classique. Le revers du pacte faustien, à la nuance près que dans ce film, ce revers est une réalisation en 2 temps. Alors nous avons couvert le pacte faustien sur cette chaîne quand j'ai parlé de Jusqu'en Enfer, donc le film. Donc c'est-à-dire l'échange avec le démon et le piège habituel à travers le contrat qui accorde un désir tout en le faisant payer très cher. Alors ici on a quelque chose de très similaire. Il demande la gloire et il l'obtient. Alors il l'obtient en partie, je vais préciser après, mais il l'obtient à travers un coût médiatique retentissant, effectivement, ce qui va permettre de faire grimper l'audimat, mais c'est également le prix monstrueux à payer, c'est-à-dire la mort de sa femme. C'est parce qu'il veut la gloire qu'elle meurt pour lui donner justement de l'audimat. Et ça fait très paume du singe. Le vœu est exaucé, mais sa réalisation est aussi la punition de l'avoir formulé. Alors je dis exaucé en partie, car même ce sacrifice ne lui offre pas la place numéro 1. Et c'est bien ça qu'il demande. Donc l'audimat explose, c'est sûr, mais juste assez pour voir la couronne lui échapper de peu. Et c'est pour cela que je parle d'une ruse en 2 temps de la part du diable. Ce premier sacrifice, il n'est pas là pour étancher sa soif. C'est bien au contraire. Il est là pour qu'il redouble d'efforts, car cette proximité de la victoire le frustre au point de le pousser à de nouvelles extrémités. Et c'est au 2e essai qu'il atteindra le succès escompté. C'est-à-dire que l'émission spéciale qu'on va couvrir ce soir, eh bien, elle battra effectivement tous les records, mais au prix dément, cette fois-ci, de sa sanité, de son âme sans doute, et de l'accomplissement potentiel du plan du diable sur Terre. Parce qu'à ce moment-là, sur la patte du singe, il a littéralement tiré sur le majeur. Et donc oui, c'est pas une surprise, depuis le départ, en engageant comme ça un contrat avec le diable, il s'est fait avoir, le diable avait tout pensé. Alors le diable avait tout pensé, je pense que le plan du diable connaît tout de même une déconvenue entre ces 2 grandes phases. Phase numéro 1, la mort de la femme, phase numéro 2, le retour de Jack, parce qu'à la mort effective de la femme de Jack, eh bien, Jack Delroy interrompt brutalement son émission. Et on a enfin l'impression qu'il prend peut-être enfin conscience, eh bien, qu'il y a plus important dans la vie que la célébrité. Sauf que, après plusieurs mois d'absence, Jack revient à l'antenne, mais toujours avec la même ambition dévorante. Eh bien, ce retour m'a laissé un peu sur ma faim, mais tout simplement parce qu'il reprend exactement comme avant, avec le même charisme, la même soif de gloire, mais vraiment comme s'il revenait d'une simple grippe. Sauf que moi j'ai des questions, que s'est-il passé durant son absence ? Qu'a-t-il tiré comme leçon de ce deuil, de cette solitude imposée ? Il aurait pu basculer en pire, en sombrant dans le travail acharné comme on a vu certains le faire, pour oublier la douleur, et ce faisant, précipiter malgré lui le plan diabolique qu'il ignore complètement. Ou au contraire, tenter de changer en mieux, mais déraper malgré tout. Et ça c'est d'autant plus intéressant parce que ça va venir illustrer encore une fois l'adage que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Là il arrive comme ça avec ses gros pavés, et au final ça ne va pas aller comme il le croit. Mais on n'aura ni ce choix-là ni l'autre.
Rien n'est vraiment expliqué, on reste sur un vide. On sent hors caméra que Jack n'est plus l'homme qu'on a connu, effectivement, qu'il est un peu plus vidé, qu'il est nerveux, qu'il est sur le point de craquer, que la petite larmichette n'est jamais très loin. Mais à la moindre hausse d'audience, dès qu'on lui parle de l'audience, il se remet à s'emballer exactement comme avant. Et jamais les raisons profondes de son retour ne sont explorées. Et pour moi, ça c'est une vraie faiblesse qui vient compléter celle sur le mystère de son caractère que j'ai abordé tout à l'heure. J'ai besoin de comprendre le moteur des personnages. Alors ici, c'est flou. Jack rêve de célébrité parce que Jack rêve de célébrité. Mais rien ne le change. Son appétit reste le même, quels que soient les événements. Et pourtant, le décès de Madeleine, c'est clairement un tournant qui va précipiter la suite. Donc on aurait pu ancrer là de nouvelles motivations, revoir les motivations, les actualiser à ce moment-là. Mais il peut pas juste revenir et son retour, c'est juste, il est toujours avide de célébrité parce qu'il a toujours été avide de célébrité. J'ai trouvé ça un peu léger. Il fallait donner du poids à ce retour. C'est vraiment un élément important. C'est un moment crucial dans notre narration. Je sais pas, la secte aurait pu lui promettre la possibilité de communiquer avec sa femme s'il accepte de réaliser cette émission spéciale. Et donc lui aurait été content de pouvoir, ne serait-ce que demander pardon peut-être à sa femme. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à travers sa femme, quelque chose d'autre va se présenter et que sans le savoir, il va contribuer ainsi à accomplir le plan du diable, c'est-à-dire une possession de masse via l'écran télé. Et il y a d'ailleurs, à un moment dans notre histoire, on va voir un moment d'hypnose collective du public durant l'émission. Et donc ça donne déjà du crédit à cette hypothèse. C'est une idée toute con, mais c'était possible. Mais voilà, faire quelque chose, quoi. Pas juste, il est de retour, alléluia, il a toujours faim. Ça m'a frustré. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il fout? Surtout quand on sent des faiblesses. On a une femme comme ça qui se déstabilise en lui disant, mais qu'est-ce qui t'arrive, Jack? T'es plus le même homme qu'avant. Tu n'es plus que le fantôme de toi-même. Et là, Jack, il se lève, il est tout vexé, il est tout fâché, il demande à ce qu'on dégage l'invité, en fait. Donc on sent comme ça une faiblesse, on sent une fragilité, une sorte de complexe comme ça qu'il a, ce n'est jamais expliqué. Alors tout n'est pas jeté, encore une fois, parce que quelque chose va quand même venir atténuer cette faiblesse chez Jack, parce que tout ne repose pas que sur Jack. Jack, effectivement, c'est l'archétype de l'homme des médias qui est avalé par sa propre machine. Il ne réalise même pas, il ne fait qu'un avec la machine. Et peut-être que c'est ça, finalement, le véritable moteur des événements, au-delà des états d'âme de Jack, c'est l'émission en elle-même. L'émission, on peut vraiment la voir comme ça, c'est une sorte d'entité vivante, un écosystème implacable qu'aucune force ne peut arrêter. Et dans les coulisses, on va découvrir cela, justement, on va découvrir sa véritable nature, la cruauté banale, la manipulation, les buffets froids pour les intermittents. Et ça raconte beaucoup plus qu'un simple drame personnel. Donc ça marche, ça peut marcher. Ça révèle finalement la logique profonde de la machine télévisuelle. Il y a effectivement le maître de cérémonie, mais il y a surtout la machine, il y a l'environnement, il y a le média social. L'industrie du spectacle, c'est ce monstre qui est prêt à broyer de l'individu pour grappiller un point d'audience auprès d'une masse divertie. Et ça, ce sacrifice de l'individu au profit de la masse, c'est une mise en scène du sacrifice qui est le thème récurrent de cette histoire. Donc ça marche aussi. Jack s'est fait tout simplement avaler par sa propre machine. Et il n'est pas du tout seul dans cette machine infernale. C'est le maître de cérémonie, et bien à ses côtés, il y a Léo Fisk, le producteur. Il y a aussi, peut-être à droite, Gus, l'assistant. Alors c'est une sorte de bouffon du roi, Gus, le pauvre. Je l'ai beaucoup plaint pendant toute cette histoire, Gus. En fait, c'est le souffre-douleur attitré. C'est celui qu'on fait tourner en bourrique, finalement. Et à travers sa condition, à travers le traitement qu'on fait de lui, il nous permet surtout de dévoiler un autre aspect de Jack, plus sombre, plus manipulateur, plus cynique, capable de rabaisser un homme qui n'a rien demandé, qui ne fait que l'admirer, juste pour gratter des rires auprès du public. Donc Gus, comme ça, on le verra pendant tout ce film, il est complètement enchaîné à une farce dont il est tout simplement le dindon. Et il ne veut pas partir, il est presque une victime consentante. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que Gus, c'est avant tout un admirateur, fidèle et loyal au point de l'aveuglement. Et cette dynamique, elle est assez caractéristique dans ce milieu, comme on le verra tout au long de l'histoire, la responsabilité personnelle, le jeu des influences, les complexes de supériorité, et ce clivage fondamental qu'on va avoir entre ceux qui se rebellent et quittent le navire quand tout dérape, quand ils ne se sentent plus dans leur élément, quand ils sentent peut-être qu'on abuse d'eux, quand ils ne veulent plus être complices de ce qui se passe, et les autres, ceux qui ont peur du jugement, peur de décevoir, peur de perdre des privilèges sans doute, peur même du regard du public, et qui vont faire le choix de ne pas écouter leur propre instinct et se tailler de là, tout simplement, eh bien, Gus incarne parfaitement ce groupe. Et dans notre schéma narratif, il va servir à exposer comme ça la décadence qui ne repose pas que sur Jack, mais vraiment sur tout un système de divertissement. Et si Gus empathie, en face, on a le diablotin sur l'épaule de Jack, donc Léo Fisk, qui lui peut-être en profite, qui lui remet plutôt des bûches dans les flammes. C'est lui par exemple qui imagine le coup médiatique de l'émission spéciale. Donc entièrement dédié à l'occultisme, avec une galerie d'invités incongrus qu'on va voir par la suite, avec un médium autoproclamé, une rescapée d'une secte, une parapsychologue, un magicien sceptique. Donc c'est lui qui met tout cela en place. Et Léo Fisk, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est effectivement une stratégie assez commune. Donner au public ce qu'il demande à ce moment-là. Qu'est-ce qui est à la mode, de quoi on parle le plus, qu'est-ce qui fait jaser. C'est effectivement la panique sataniste ambiante de l'Amérique des années 70.
Donc le film nous présente tout cela comme ça en posant un décor d'histoire de sectes mystérieuses, de sacrifices rituels, de messes noires. Eh bien c'est super, ça peut faire grimper les audiences. Et donc ce que Léo Fisk propose là, ce n'est pas une émission pour sensibiliser le public, ce n'est pas une émission pour éveiller les masses, c'est tout simplement pour produire une petite provocation. Et à travers la provocation, il y a encore une fois ici cette opportunité en or de faire grimper l'audimat. Et quand l'émission commencera à dégénérer, parce qu'elle va dégénérer, mais ça va aller crescendo, il sera le premier à pousser pour que ça continue. Et il ne va pas hésiter à insulter, à menacer, à intimider. Ce n'est pas qu'un rouage, vraiment, c'est lui qui ramène l'huile et après c'est lui qui fout le feu. On pourrait presque croire qu'il est un agent de la secte. Si ce n'était un dernier moment, un ultime geste qu'il va avoir à la fin, où il va tenter de sauver Jack. Et à ce moment-là, effectivement, il nous révèle une étincelle d'humanité qu'on n'aurait certainement pas soupçonné. Donc il va essayer, mais bien sûr, lui aussi, il essaiera quand il sera trop tard. Et la machine telle qu'elle est lancée, elle ne s'arrêtera que dans le plus grand des fracas. Et c'est vraiment pathétique à voir, on va vraiment voir dans les coulisses plusieurs membres de l'équipe qui vont essayer de prévenir le désastre, d'arrêter les choses, de dire « Ouh là là, on va par où là les gars, on va où là, qu'est-ce qui se passe ?» Ils vont essayer d'alerter. Et certains même se tirent, certains se cassent, et d'autres vont rester toujours par peur des représailles, par peur de perdre leur job, par peur de décevoir. Il y a même les fantômes qui s'en mêlent, parce qu'effectivement on va avoir comme ça la figure de la défunte Madeleine qui va venir hanter l'émission. On la voit sur des écrans, on la voit sur des moniteurs, etc. Elle est là, elle est silencieuse, mais elle est persistante. Elle symbolise comme ça une sorte de mise en garde qui est adressée à Jack, mais bien sûr que Jack n'entend pas et que Jack ne voit pas. Parce que tout simplement, les jeux sont faits. L'opération est lancée, l'émission est lancée, coûte que coûte, la nuit sera un spectacle. Et les spectateurs, et nous-mêmes d'ailleurs, il y a comme ça une sorte de mise en abîme dans le film où nous sommes aussi désignés, on nous désigne du doigt un peu, eh bien, on est fasciné par la promesse de l'horreur à venir, de l'horreur directe. Et on est là, on attend le carnage en se disant qu'on est à l'abri, nous on est juste voyeurs de tout ça, mais on n'a rien fait, on n'est pas là. Et par rapport à ça, le film a aussi un petit retournement à nous proposer à la fin.